vous n'allez s'intéresser à cette période très courte pendant laquelle M. Danny Boone va venir filmer un film dont vous avez entendu sans doute parler, Bienvenue chez les Ch'tis. Et tout d'abord, pourquoi Danny Boone va venir filmer ici à Bergues? Puisqu'en fait, Danny Boone n'est pas originaire de Bergues. Danny Boone est natif d'Armentières, ville située à 50 km au sud. Et bien en fait, Danny Boone, ça fait longtemps qu'il a envie de faire un film de promotion de sa région du Nord-Pas-de-Calais. Seulement pour ça, il faut trouver une bonne idée. Compte tenu de l'image de la région en France, ça ne va pas être évident, surtout pour y tourner une comédie. Les tragédies Jean Germinal, ça passe encore, mais les comédies, on n'a jamais essayé. Donc Danny, il est à la recherche d'une bonne idée pour son film. Il va penser qu'après tout, dans sa propre famille, il y a quelqu'un qui est un petit peu connu, une certaine célébrité familiale, c'est son grand-oncle. Son grand-oncle qui est carillonneur en haut du beffroi de Bergues. Et c'est vrai qu'être carillonneur dans une petite ville du Nord, c'est véritablement, tu peux un poste élevé, ne serait-ce que géographiquement parlant. Il faut comme monter 193 marches pour aller lui dire bonjour sur son lieu de travail, c'est pas rien. Et puis par ailleurs, le carillonneur, c'est un musicien un petit peu particulier, puisqu'en fait, c'est un musicien tout seul là-haut qui va faire de la musique pour toute une ville à ses pieds. Ça veut dire que quand par hasard on avait un journaliste qui venait dans une petite ville comme Bergues, facilement on demandait à rencontrer, interviewer monsieur le carillonneur. Et de fait, on a vu quelques fois le grand-oncle de Danny Boone à la télévision régionale. Donc Danny Boone va mettre son grand-oncle dans son scénario, et à partir du moment où dans son histoire il a mis le personnage du carillonneur de Bergues, logiquement il va demander à venir filmer ici à Bergues. Et en fait, ça correspond exactement à ce que recherche Danny, parce que Danny veut véritablement faire un film de promotion de sa région du Nord-Pas-de-Calais. Et en posant ses caméras ici à Bergues pendant 3 semaines et 2 jours, il va filmer en décor naturel dans l'une des plus belles villes de la région. Alors vous avez peut-être trouvé que je suis un peu chauvin. Bon, maintenant, si vous regardez les guides verts des éditions Michelin, vous allez voir que dans le département du Nord, vous n'avez qu'une ville qualifiée de 3 étoiles, c'est Lille. Vous n'avez aussi qu'une ville qualifiée de 2 étoiles, c'est Bergues. Donc, voyez dans quoi, Danny, ne se trompez pas. Donc, Danny va venir ici à Bergues pendant 3 semaines et 2 jours. Il va jouer lui-même le rôle d'Antoine Bailleul. Antoine Bailleul, qui, comme son grand-oncle, sera carillonneur en haut du beffroi de Bergues. Et il se trouve que par hasard, votre serviteur, quand il n'est pas guide touristique, il est lui-même le successeur du grand-oncle. Donc je suis l'actuel carillonneur du beffroi. Bon, maintenant, rappelez-vous, dans le film, Antoine Bailleul, lui aussi, il a plusieurs professions. Il est non seulement carillonneur, mais il est aussi postier, facteur. Et bien pour faire aussi bien que dans le film, je serai non seulement le carillonneur, le vrai, mais pour vous, et rien que pour vous, je serai également le facteur. C'est ce qui va me permettre de vous faire la tournée du facteur. Alors par contre, je vais peut-être vous décevoir tout de suite. C'est que si on va bien voir les maisons où on a tourné, pas question de rentrer à l'intérieur pour les boire un coup. Non. Je sais, c'est dur, mais c'est comme ça. Donc en fait, on va se contenter de vous raconter comment s'est passé le tournage, de vous montrer quelques photos prises pendant ce dernier, voire de vous raconter quelques anecdotes. Alors bien sûr, je suis aussi à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, qu'elles concernent soit le film, soit la ville. Alors si ça vous va, je vous invite à suivre la tournée du facteur. Ah ben il est là. Alors bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas véritablement une super production hollywoodienne, même si on lui connaît un certain succès. Bon, maintenant, de temps en temps, il faut quand même des moyens importants au niveau du tournage. Et ces moyens importants au niveau du tournage ici à Bergues, ça va être notamment l'utilisation de grues à nacelle. Et vous avez ici à l'image les 2 types de grues à nacelle qu'on va utiliser à Bergues pendant le tournage. Donc à gauche, vous avez une grue à nacelle de couleur rouge
c'est le petit modèle de grue à nacelle, puisque la grue rouge ne peut monter qu'à 35 mètres de haut. En 35 mètres, c'est déjà pas mal, et on a 2 grues rouges sur le tournage. Et à droite de l'image, vous avez une grue à nacelle de couleur blanche. Elle est beaucoup plus exceptionnelle, puisque la grue blanche, avec sa nacelle, elle est capable de monter jusqu'à 62 mètres de haut. Alors 62 mètres de haut, pour vous donner un ordre de grandeur, Nicolas, le lion qui est tout en haut du beffroi, culmine à 47 mètres. Donc pour 62 mètres, vous avez encore de la marge. Alors ce qui est intéressant au niveau de cette grue blanche, c'est qu'on a un grand bras articulé. Un grand bras articulé qui permettra de tourner autour du beffroi. Et grâce à cette grue blanche, on aura de très belles images de notre beffroi, de notre tour communal, mais également de belles images de la campagne environnante, à travers la charpente du beffroi, à travers les 50 cloches du carillon. Bon, seulement quand on va venir à Bergues en repérage, on va s'apercevoir que là-haut, on a un gros souci technique, c'est qu'en fait, toutes les ouvertures sont recouvertes de grillage. Alors, pourquoi on avait mis du grillage? Les pigeons. Oui, parce que les pigeons, ils aiment bien rentrer dans les tours, mais ils aiment bien aussi faire leurs besoins. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus gênant parce que ça sent mauvais, et puis surtout, c'est extrêmement corrosif. Hein. La fiente de pigeon attaque le bois, le fer, la pierre. Donc, on s'était protégé avec un grillage, mais au niveau du film, ils vont considérer que c'est pas la peine de venir avec une grue de 62 mètres pour les filmer là-haut à travers un grillage à poules. L'image est quand même pas terrible. Donc, en fait, on va rien demander à personne. On va faire exploser la protection anti-pigeon. On va tout casser, tout enlever. Et au bout de 3 semaines et 2 jours, quand le film est terminé, bien sûr, on remettra une nouvelle protection anti-pigeon. Et ce qu'on va faire au niveau du beffroi, on va le faire partout à Bergues. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui gêne, qui embarrasse au niveau du tournage, on ne va pas se casser la tête. Si on peut démonter proprement, on démonte. Si on ne peut pas démonter proprement, on casse. Et puis au bout de 3 semaines et 2 jours, quand le film est terminé, quand on l'a démonté proprement, on va remonter tout aussi proprement. Et quand on a cassé, on va remplacer à neuf. Alors par exemple, au niveau du beffroi, on y avait gagné, parce qu'autrefois on avait là-haut un grillage à poules de couleur grise avec un certain nombre de trous qui laissaient passer les oiseaux. Mais suite au film, on nous a mis des filets noirs, beaucoup moins visibles, beaucoup plus efficaces. Ça veut dire que pendant 8 ans, plus un seul pigeon à l'intérieur du beffroi. Alors pourquoi pendant 8 ans? Tout simplement qu'au bout de 8 ans, la charpente a commencé à vieillir. Il a fallu mettre des sangles à travers toutes les poutres. Pour ça, il a fallu faire des trous dans les filets. Et bien sûr, les pigeons ont retrouvé l'accès du campanile. Alors au niveau du tournage, on va envoyer personne dans ce grand bras de couleur blanche. On va accrocher directement la caméra sous la nacelle. Et on va toujours utiliser des caméras un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'on va toujours filmer simultanément en 35 mm de la pellicule classique pour le cinéma. On va filmer également en vidéo. Et le fait de filmer en vidéo, c'est intéressant parce que dès qu'une scène est enregistrée, on va pouvoir regarder immédiatement sur l'écran vidéo ce que donne exactement la scène. On n'est pas obligé d'attendre le développement de la pellicule traditionnelle, on va gagner beaucoup de temps. Et quand on va filmer en haut du bras d'une grue comme ici, vous apercevez qu'on a un câble qui pend sous la caméra. Et bien en bas du câble, on a un écran vidéo. Devant l'écran vidéo, on a un certain Daniel Amidou, beaucoup plus connu sous le pseudonyme de Danny Boone, qui en tant que réalisateur va voir en direct sur son écran vidéo l'image qui est en train d'être filmée par la caméra là-haut. Et c'est Danny qui, derrière son écran, va dire au grutier qui est à proximité, avec ton grand bras là, un peu plus à droite, un peu plus haut, un peu plus doucement. Ça veut dire que pour une fois, c'est bien monsieur le réalisateur, c'est bien Danny Boone que commande de la caméra, ou presque. Alors je vous ai dit qu'Antoine Bailleul était carillonneur, donc le carillon a un rôle important dans le film, et donc Danny Boone va demander à monter lui-même en repérage pour voir comment on va pouvoir filmer ces scènes à l'intérieur du carillon de Bergues. Donc en tant que carillonneur, je vais accompagner monsieur Danny Boone là-haut, je vais le recevoir, et quand Danny va arriver là-haut, il va s'apercevoir que là-haut, il y a un autre gros problème. Il n'y a pas que les grillages qui posent problème, c'est la place. La place, puisqu'en fait, le carillon a compris dans cette charpente de couleur rouge, c'est là où on a les 50 cloches du carillon, le clavier du carillonneur. Seulement, tout ça, c'est pas très grand. Ça fait jamais que 4,50 m dans sa plus grande dimension intérieure. Bon, 4,50 m, c'est pas énorme au niveau du recul des caméras. En plus, il faut mettre tous les projecteurs. Et cerise sur le gâteau, au milieu presque, on a le clavier du carillonneur qui fait quand même 1,50 m de large, 70 cm d'épaisseur et qui est lui-même 1,50 m de mur du fond. Donc il n'y a plus la place de mettre et les caméras et les projecteurs.
Et donc Danny va considérer que là-haut, il y a impossibilité technique de tournage, il n'y a pas la place. Et donc en redescendant, il va demander à ses décorateurs, à ses techniciens, de monter là-haut pour les prendre toutes les mesures de façon à refaire exactement la même chose, mais en décor, c'est-à-dire en studio. Alors vous allez me dire, si on fait exactement la même chose, ça ne sera pas plus grand. Ben si. Si, parce qu'à partir du moment où vous tournez en studio, déjà vous n'êtes pas embêté par les projecteurs. Vous les accrochez au cintre. Donc déjà vous gagnez beaucoup de place. Et quand vous reconstituez une pièce, vous n'êtes pas obligé de faire les 4 murs. 3 murs suffisent amplement. Moyennant quoi, vous avez tout le recul nécessaire pour la caméra. Alors moi j'étais sûr de retrouver exactement mon carillon dans le film. J'avais vu 2 fois des techniciens monter prendre des mesures. Et puis quand je vais aller passer une journée en studio à Arpajon, à 50 km au sud de Paris, je vais découvrir un carillon construction qui est très différent de mon instrument, puisque le carillon que vous avez vu dans le film n'est pas situé dans la charpente rouge, là où se trouvent aujourd'hui les cloches, mais un étage plus bas, dans la salle fermée où se trouvent les horloges. Alors pourquoi ? Ben, tout simplement, Danny Boone a changé d'avis en cours de route, ça lui arrivait de temps en temps, et à ce moment-là, les décorateurs savaient ce qu'il leur restait à faire, ont cassé tout ce qu'on avait commencé, et ont recommencé à zéro, suivant les nouvelles instructions de monsieur le réalisateur. Alors par rapport à ce décor de carillon en construction, il manque quand même des accessoires importants. Qu'est-ce qui manque ? Les cloches, oui. Là, il n'y a pas l'ombre d'une cloche, vous pouvez chercher. Ben, c'est tout simplement qu'on avait profité de la venue de votre serviteur en studio pour mettre les cloches dans un ordre logique par rapport à un carillon, les techniciens se chargeant de les accrocher aux poutres. Et donc je me rappelle avoir bougé physiquement toutes les cloches du carillon. Mais de façon très bizarre, je me rappelle qu'il valait mieux bouger les grosses cloches que les toutes petites. Bon, c'est bizarre parce que les petites cloches là-haut, j'arriverai à les bouger sans trop de soucis, il y a 14-15 kilos, je sais faire. Par contre, au niveau des grosses, 650, 1500 kilos, c'est hors de question. Mais là-bas, c'est plus facile. Par exemple, transport d'une cloche de 350 kilos, même pas mal, sans potion magique, sans assistance aucune. Ben, c'est tout simplement qu'on va remplacer le bronze à cloche par du polystyrène expansé. Cette matière blanche dont on se sert pour les emballages, et intérieur-extérieur, on va mettre une couche de résine verte, l'illusion est parfaite. Bon, par contre, si l'illusion est parfaite, ça prend du temps. Et si ça prend du temps, ça coûte cher. Et on n'aime pas quand ça coûte, hein, c'est un film à petit budget. Donc autant pour les grosses cloches, bah oui, on ne peut pas faire autrement. Autant pour les petites cloches, on peut peut-être trouver une autre solution. Bah oui, on va les louer de véritables cloches de carillon à fondeur de cloche. Ça veut dire que si les grosses cloches font 900 grammes à tout casser parce qu'en polystyrène, les toutes petites, elles font entre 9 et 12 kilos. Mais c'est la magie du cinéma, c'est le royaume du faux. Il faut toucher pour voir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Parfois même, toucher ne suffit pas. Si je reviens un peu en arrière, vous avez là une véritable charpente en bois. Vous pouvez toucher. C'est du bois d'arbre, comme disait un ami menuisier. Bon, par contre, si vous tapez dessus, ça va peut-être sonner un petit peu creux. Mais ça veut dire que même au toucher, c'est une charpente en bois. Là, en fait, ça fait partie des choses qui m'avaient le plus surpris au niveau du tournage, c'est la qualité des décors. C'est-à-dire qu'en fait, à 3 cm d'un décor, on n'est pas capable de voir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Par contre, dès que la scène est enregistrée, tout est cassé, détruit. Si vous vous rappelez des images de Berg dans le film, à Berg, il n'y a pas une voiture. Il n'y a pas une voiture qui circule, il n'y a pas une voiture qui stationne, ni sur les places, ni le long des rues. Et pour cause, la ville a pris des dizaines et des dizaines d'arrêtés municipaux à la demande du film pour interdire la circulation, pour interdire le stationnement dans les rues où on tourne, c'est normal, mais également dans les rues tout autour.
Il ne faut surtout pas faire de bruit pendant le tournage. Donc ça va poser pas mal de problèmes à la population parce qu'on ne peut pas circuler où on veut, on ne peut pas stationner où on veut. Maintenant, ça se passe dans de très bonnes conditions entre les équipes de tournage et la population bergoise. Et ça se passe même tellement bien que Danny va vouloir remercier tous les habitants de Bergues, et bien sûr uniquement les habitants de Bergues. Et pour ce faire, il va leur faire un petit cadeau. C'est une photo dédicacée. Donc vous avez ici un agrandissement pour les besoins de la visite. Donc elle représente Monsieur Danny Boone dans sa tenue de facteur devant le bâtiment emblématique de la ville, c'est-à-dire le Beffroi. Et Danny va prendre son crayon pour écrire tout un petit mot de remerciement à l'attention des Bergois. Mille merci à tous les merveilleux Bergois, grâce à qui nous avons passé un tournage inoubliable. J'espère que mon film vous ressemblera. Amitié ch'ti, Danny Boone. Donc ce petit mot est daté du 26 août 2007. Il faut vous imaginer qu'en 2007, quand Danny Boone était à Bergues, pour lui son film à petit budget devait faire entre 1 à 2 millions d'entrées. Donc, éventuellement 3, mais il ne faut pas rêver. Donc chaque habitant de Bergues a reçu cette photo dédicacée dans sa boîte aux lettres le 25 janvier 2008. Le film étant sorti en avant-première sur les écrans du Nord-Pas-de-Calais le 20 février 2008 et ailleurs en France le 27 février. Alors on est ici à côté de l'église, et l'église, quelque part, ça fait penser au mariage. Et bien effectivement, dans Bienvenue chez les Ch'tis, on a assisté à une scène de mariage entre Antoine Bailleul, notre facteur carillonneur, et sa collègue de la Poste, Annabelle de Conac. Bon, par contre, ces braves jeunes gens ne vont pas se marier ici à l'église, non. Ils vont se marier uniquement en passant devant Monsieur le maire, ce personnage avec le grand collier bleu-blanc-rouge. Ça veut dire qu'ils vont se marier uniquement à la mairie. Et pendant le tournage, les habitants de Bergues vont être très vexés de ça, en se disant, bon, certes, on a un bel hôtel de ville, on va le voir de plus près tout à l'heure, mais on a aussi une belle église en partie du XVIe siècle. Bon sang, ça aurait fait des belles images dans leur film. Alors pourquoi Danny ne va pas aussi utiliser l'église? Eh bien, pour deux raisons. Premièrement, dans un film, il faut absolument avoir les images les plus rapides, les plus efficaces possibles. Et de fait, en 9 secondes, en passant devant Monsieur le maire, on a compris qu'Antoine épouse Annabelle. C'est pas la peine de filmer pendant un quart d'heure en mairie, ni une demi-heure à l'église, si intéressante soit-elle. Deuxièmement, encore une fois, Danny veut véritablement faire un film de promotion de sa région du Nord-Pas-de-Calais. Il ne veut pas faire un film touristique sur Bergues. Donc l'église, elle est peut-être intéressante, mais ce n'est pas le sujet du film. Et c'est d'ailleurs tellement vrai qu'à aucun moment du film, on ne voit par exemple les remparts de Bergues. Pourtant, aujourd'hui encore, on ne peut pas entrer dans une ville comme Bergues sans passer par une porte fortifiée, ou au pire, par une des 2 brèches qui existent dans nos remparts depuis la dernière guerre. Et pourtant, avant le succès du film, si on venait à Bergues, c'était d'abord par rapport à cet aspect de petite ville fortifiée. Donc manifestement, Danny ne veut pas faire un film touristique sur Bergues, il va utiliser le beau décor, point barre. Par contre, au niveau de son idée de départ de valorisation de sa région du Nord-Pas-de-Calais, Danny vous a montré des images des plages de sable fin de Dunkerque-Malo à 9 km au nord, avec les chars à voile, les chevaux sur la plage. Il vous a montré des images du Vieux-Lille, 65 km au sud. Il vous a montré enfin des images de l'ambiance extraordinaire qu'il peut y avoir dans un stade de football comme le stade Bollard-Talence, 100 km au sud. Alors c'est vrai que nous aussi à Bergues, on aurait bien aimé avoir quelques images supplémentaires qui n'auraient pas forcément pris beaucoup de temps. C'était par exemple voir Cadmerade rentrer ou ressortir par l'une de nos 4 portes fortifiées. Ça aurait été des images fortes. Bon, maintenant on se console. On se console parce que suite au succès du film, tous les jours on a des dizaines de visiteurs qui viennent à Bergues par rapport aux images du film. Et dès qu'ils arrivent à Bergues, non seulement ils reconnaissent un certain nombre de lieux de tournage, mais ils découvrent aussi une ville bien plus intéressante que ce qu'on imaginait à travers Bienvenue chez les Ch'tis. Je vais vous l'expliquer. Est-ce que c'est vous qui l'avez doublé dans le... Il y a des carillons? C'est vous qui avez... Alors non. Par contre, c'est moi qui vais donner le seul et unique cours de carillon à Danny Boone. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va monter là-haut en repérage, je vais jouer pour lui, c'est logique. Et comme j'avais déjà vu Danny Boone à la télé jouer du piano,
Je lui ai dit, bah Dany, si tu veux, je peux te montrer comment jouer du carillon. Donc, je vais lui expliquer où sont les noirs et les blanches, hein, parce que sur un carillon, c'est pas évident, tout est de la même couleur, où il faut se placer, surtout comment il faut taper, autrement on peut se faire extrêmement mal. Et donc, Dany va jouer physiquement 2 morceaux sur le carillon de Berg. Il n'y a aucune trace de ça. Il n'y a que moi pour le dire, éventuellement, 1 ou 2 techniciens qui étaient là. Mais toujours est-il que, fort de cet essai, Dany Boon va se dire, est-ce qu'après tout, je ne serais pas capable de jouer moi-même un morceau comme mon grand-oncle, un peu comme Belmondo qui faisait ses cascades. Donc il a conscience qu'il a quand même besoin de perfectionnement, et donc il va contacter l'école de carillonneurs de Douai, et on a le carillonneur de Douai qui va venir 4 fois à Berg pour donner des cours complémentaires à l'élève Dany Boon. Sauf que M. Dany Boon, en tant qu'auteur, acteur et réalisateur, il n'a pas véritablement le temps de monter les 193 marches pour prendre une demi-heure de cours. Donc finalement, il ne va prendre aucun cours complémentaire et il va demander à son professeur de jouer à sa place. Donc on entend le carillonneur de Douai. Par contre, à l'image, on voit Dany Boon taper sur un véritable clavier de carillon, l'ancien clavier de Chambéry, qu'on va amener en studio à Arpajon. C'est lui qu'on tape par rapport au cours que je lui ai donné. Alors s'il tape à côté, c'est pas grave, c'est du playback. Et d'ailleurs, lors d'une des avant-premières, il y avait une des questions qui avait été posée à Dunkerque. Dany, est-ce que tu as déjà touché un carillon? Et je me rappelle très bien de son geste, il avait fait « Oui, je me rappelle ». Parce qu'effectivement, le point de contact entre l'instrument et le musicien, c'est la 2e phalange du petit doigt. Et donc, forcément, c'est pas là l'endroit le plus costaud du corps humain. Voilà, donc nous sommes ici sur un lieu de technique au niveau du film, c'est-à-dire que sur cette petite place, entre l'ancienne citerne militaire de 1725, la façade de l'église Saint-Martin et le très beau pignon de l'ancien Mont-de-Piété, bâtiment servant aujourd'hui de musée communal, sur cette petite place, pour la première fois le lundi 21 mai 2007, on va voir un lieu de technique important dans un film, c'est la cantine. Alors vous allez me dire pourquoi la cantine, c'est un lieu important dans un film. C'est un technicien qui me l'avait expliqué, en disant, vous savez monsieur, quand on mange bien, on travaille dans de bonnes conditions. Et quand on travaille dans de bonnes conditions, normalement on fait un bon film. Et quand on regarde les résultats du film, 20 400 000 entrées rien qu'en France, qu'est-ce qu'on devait bien manger dans cette cantine? Et bien effectivement, je peux le confirmer, j'ai eu la chance d'y manger une paire de fois, c'est vrai qu'on y mangeait drôlement bien. Bon par contre, il ne fallait pas aller là pour le décor. Hein. Au niveau du décor, c'est jamais qu'une grande tente, très grande tente, on peut manger à 150 personnes à la fois, et on va manger sur des bancs pliantes, devant des tables pliantes, sachant qu'à l'entrée, on a un grand camion blanc, on prépare tous les repas. Donc on est très content du rapport qualité-prix de la cantine, et on va demander que la cantine suive le film tout partout où on ira. Ça veut dire que quand on va aller tourner en studio, la cantine va descendre jusqu'à 50 km au sud de Paris. Mais bien plus, quand on va les filmer en Provence, la même cantine va descendre jusqu'à Salon de Provence. Maintenant, il faut s'imaginer que même ici à Berg, cette cantine va passer son temps à se déplacer, parce qu'il y a une règle en matière de cinéma, en France tout au moins, comme quoi la cantine doit toujours être à moins de 5 minutes à pied du lieu de tournage. Et comme on va tourner dans un certain nombre de rues, dans un certain nombre de maisons, il faut s'imaginer que tous les jours ou presque, on va démonter la grande tente pour la remonter 100 mètres, 200 mètres, voire éventuellement 300 mètres plus loin. Et ce qui est vrai pour la cantine, c'est vrai pour d'autres lieux de technique comme les loges ou les camions d'accessoires. Donc véritablement, pendant 3 semaines et 2 jours, c'est le grand chambardement dans cette petite ville de Berg. On ne peut plus circuler où on veut, on ne peut plus stationner où on veut. Et en plus, il y a tous ces lieux de technique, tous ces lieux de tournage qui vont se déplacer pratiquement tous les jours. Alors maintenant, c'est aussi une grande chance pour la population de voir comment on fait un film, de pouvoir discuter très librement avec les quelques 300 techniciens qui sont sur la chaussée, voire même, enfin, d'avoir la chance de pouvoir croiser les acteurs. Alors j'avais été trouver le régisseur du film, Philippe Morly, en disant, ben voilà, là vous prévoyez de filmer ici à Berg pendant 3 semaines et 2 jours. Mais 3 semaines et 2 jours, est-ce que c'est long ou est-ce que c'est court par rapport à un tournage de film? Et il m'avait répondu, ben nous au niveau de Pathé Cinéma, c'est la 2e fois où on va filmer aussi longtemps dans une aussi petite ville que Berg, c'est-à-dire une ville d'un petit peu moins de 4000 habitants. Hein? Rouge. Hein? Quoi, tu veux faire comme dans le film? Tu veux boire un coup?
Alors nous voici arrivés au premier endroit où on va filmer à Bergue, donc le lundi 21 mai 2007. C'est aussi la première image de Bergue que l'on va voir dans le film. Ça correspond à l'arrivée de Cadmerade. Et quand Cadmerade arrive à Bergue, rappelez-vous, il fait noir et il pleut. Alors il fait noir. Il fait noir, c'est normal. C'est normal, Cadmerade est parti le matin même de Salon de Provence. Il y a quand même 1006 km qui nous séparent de Salon de Provence, donc il faut un certain temps pour arriver à Bergue. Et ce d'autant plus que Cad étant très pressé d'arriver dans ses nouvelles fonctions dans le Nord, il fait quand même des pointes à 50 km/h sur autoroute. Donc c'est sûr qu'à cette vitesse-là, il faut un certain temps pour arriver à Bergue. C'est ce qui explique que quand Cad arrive à Bergue, il fait noir, il fait bien noir. Et par rapport à cet aspect nocturne, il va falloir éclairer comme il se doit. Et c'est là où, par exemple, on va utiliser nos grues à nacelle de couleur rouge. Donc on va mettre une première grue rouge au bout de la rue, avec d'énormes projecteurs dans la nacelle. On va mettre la deuxième 35 mètres au milieu de la rue suivante, toujours avec d'énormes projecteurs dans la nacelle. Et quand on a mis tout ce matériel d'éclairage en place, on va être très déçu de l'éclairage ambiant des rues de la ville. C'est pas terrible. Et bien qu'à cela ne tienne, on va changer toutes les ampoules de tous les réverbères dans toutes les rues de Bergue où on va filmer de nuit. Et les riverains sont enchantés. Qu'est-ce qu'on voit clair de notre rue depuis qu'on est en condition de tournage? Une merveille. Malheureusement, ce petit miracle n'allait pas durer bien longtemps parce que Pathé Cinéma s'est engagé à tout remettre en état avant de partir. Ça veut dire qu'au bout de 3 semaines et 2 jours, ils sont venus rechercher leurs belles ampoules de cinéma et ils ont mis les vieilles à la place. Je peux vous dire que les gens ont fait la tête parce que vous voyez beaucoup moins clair après que pendant. Alors, quand Cad arrive à Bergue, il pleut. Et bien ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de la part de l'auteur, donc de monsieur Danny Boone. Alors, pourquoi une bonne idée? Ah si, imaginez, si on avait vu Cadmerade arriver à Bergue, c'est-à-dire au nord du nord de la France, par une journée de grand beau temps, les gens partout en France ont dit « c'est pas possible, c'est du cinéma ». On sait très bien que dans le nord, il pleut tout le temps. Ben, c'est vrai, il suffit d'écouter la météo en France, pratiquement tous les jours, on a droit à beau temps sur le sud, pluie et froid sur le nord. Donc les gens n'auraient jamais cru l'arrivée d'un Cadmerade arrivant par un bel après-midi ensoleillé. Si par contre on voit Cadmerade arriver sur l'autoroute et que devant le panneau « Bienvenue en Nord-Pas-de-Calais » il commence à pleuvoir, ah bah oui, alors là ça correspond exactement à l'idée reçue. Les gens vont pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans l'histoire. Alors petit problème technique quand même, c'est que quand on va tourner ces belles scènes de pluie, eh ben il pleut pas. Et non seulement il pleut pas, mais il fait grand beau temps. Donc il va falloir venir avec des petits accessoires. Et les petits accessoires, c'est pas simplement prendre les tuyaux d'arrosage, style de pompier. Non, on va utiliser une technique propre au cinéma qu'on appelle la technique des rampes à pluie. Donc les rampes à pluie sont des rampes d'arrosage conçues spécifiquement pour le cinéma, pour faire croire à la pluie. Et on va en équiper par exemple tout le morceau de rue qui est en face. Donc imaginez que des deux côtés de la rue, tous les 10 mètres, une rampe à pluie, plus tous les tuyaux d'alimentation qui vont bien. Même chose au niveau du début de la rue suivante, jusqu'au garage à droite. Des deux côtés de la rue, tous les 10 mètres, une rampe à pluie. Et au niveau du carrefour, ça suffit pas. Eh bien, c'est pas grave, on a toujours la grue blanche en réserve. Et sous les 62 mètres, on va accrocher une énorme rampe à pluie, plus large que le carrefour. Et avec ça, on pourrait inonder totalement le dit carrefour. Bon, soit dit en passant, vous voyez que je ne vous ai pas raconté des carabistoules par rapport à la météo. Hein. On a un beau ciel bleu à l'arrière, ça veut dire que si on voulait de la pluie, il valait mieux venir avec le bon matériel. Alors d'ailleurs, j'avais été trouvé le technicien de la pluie, hein, ça c'est son camion, en disant, ben voilà, Danny Boone a prévu qu'il pleuve à l'arrivée de Cadmerade. Bon là, manifestement, il ne va pas pleuvoir tout de suite, donc vous avez bien fait de mettre en place votre matériel à pluie. Mais si jamais il n'y avait plus, parce que ça arrive quand même de temps en temps, hein, qu'il pleuve dans la région, à ce moment-là, vous aviez monté tout ça pour rien. Et le technicien m'avait répondu, non monsieur, non, même s'il n'y avait plus, on avait besoin de notre matériel. Ah bon? Oui monsieur, parce que nous, on fait de la belle pluie. Ah, qu'est-ce que c'est de la belle pluie? Alors il m'a expliqué, la belle pluie c'est de la pluie de cinéma, de la pluie qu'on doit voir tomber à l'image. Et pour être sûr qu'on voit cette pluie tomber à l'écran, on va vous envoyer les plus grosses gouttes d'eau possible. Moyennant quoi, effectivement, ça se voit tomber à l'image. Bon, par contre, il ne vaut mieux pas stationner en dessous. Il faut s'imaginer que pour alimenter tout ce système de rampe à pluie, on a quand même un branchement sur le réseau des pompiers et on a 3 camions-citernes en réserve. On a même parfois quelques caves qui sont inondées. Alors par contre, il y a quelque chose de génial dans ces pluies de cinéma. C'est que quand on n'a plus besoin de pluie, c'est très très simple. On a un technicien qui traverse le carrefour sous un grand parapluie et qui crie simplement « Stop à la pluie !» et la pluie s'arrête instantanément. Alors ça c'est génial. On s'était même intéressé pour acheter le brevet, mais il paraît que ça marche que cinéma.
Donc voilà, donc on a le noir, on a l'éclairage, on a la pluie, on va pouvoir tourner. Donc au niveau de cette première scène bergoise, on a Kat qui va arriver par le bout de la rue, dans sa 407 bleue, il arrive au carrefour, il va tourner sur sa droite. La scène, elle est très courte. Très courte, mais très importante pour nous. Très importante pour nous parce qu'en fait, juste au milieu du carrefour, à l'image, on va avoir l'écran du GPS qui va s'allumer et on va entendre la petite voix féminine qui va dire « Vous êtes arrivé à destination !» Et à destination, tout le monde sait où. C'est à Bergues, là où Cadmerade était muté pour raison disciplinaire. Bon, ça c'est drôlement important pour nous. C'est drôlement important pour nous parce qu'autrement, l'action du film aurait très bien pu se passer dans une petite ville du Nord, comme ça se passe souvent en matière de cinéma. Ça veut dire que si les gens avaient aimé les images de cette ville, pour savoir où ça avait été tourné, il fallait attendre les toutes dernières images du générique pour voir écrit en tout petit « Merci aux habitants de Bergues ». Ça veut dire qu'au niveau des retombées, c'était pas génial. Tandis que là, dès le scénario original de Danny Boone, l'accent se situait à Salon de Provence, que tout le monde connaissait au moins de nom en France, et à Bergues, que pas grand monde ne connaissait. Donc merci Danny pour cette merveilleuse page de publicité. Alors pendant qu'on est ici, on va en profiter pour voir un autre lieu de tournage. C'est dans la rue à côté. Donc je vous invite à regarder la troisième maison à gauche. Donc vous avez d'abord deux maisons avec un revêtement en ciment. La maison suivante, une maison en briques, deux fenêtres à l'étage, un chien assis sur le toit. Là vous êtes là devant la maison de mademoiselle Annabelle de Coninck, rôle joué par Anne-Marie Vin. Et donc, juste avant la scène de la déclaration d'amour, on a Kat qui va surgir de par là, dans son joli camion jaune de la Poste, enfin, pas tout à fait le dernier modèle. Il va tourner sur sa droite, il va s'arrêter sous les fenêtres d'Annabelle, il va descendre de son camion et va crier « Annabelle, j'ai besoin de toi !» Et on a Annabelle qui va se pencher à sa fenêtre. Alors maintenant, pour la suite de la scène de déclaration d'amour, je vous donne rendez-vous à la fin de la visite. Alors, pour l'anecdote, le joli camion jaune de la Poste a été trouvé sur un casse auto du côté de Rennes en voiture. Alors, je vous ai dit que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un film à petit budget. Tout simplement que Danny Boone n'a pas énormément de moyens pour faire son film. Et une des économies principales que l'on peut faire, c'est de tourner en décor naturel. C'est beaucoup moins pratique que le studio, mais ça coûte infiniment moins cher. Et donc Danny va toujours tourner en décor naturel, sauf impossibilité, auquel cas on ira en studio. Donc ça veut dire que toutes les rues de Bergues que vous avez vues dans le film, elles ont bien été filmées à Bergues. Même chose au niveau des maisons, aussi bien au niveau des façades que des intérieurs. Alors pour la voirie c'est facile, pour les maisons c'est un petit peu plus compliqué. Et donc on a un technicien de Pathé Cinéma qui pendant 15 jours va passer son temps à se balader dans toutes les rues de Bergues de façon à regarder en détail toutes ces maisons bergoises. Et quand il verra une maison qui pourrait éventuellement être intéressante au niveau du tournage, il va sonner, il va rencontrer les gens, leur demander si éventuellement ils seraient d'accord pour prêter leur maison au niveau du tournage. Et si oui, il va faire des photos intérieures, extérieures. Dans un deuxième temps, on va se retrouver à Paris et on va regarder en détail toutes ces maisons bergoises qui ont été photographiées et on va faire une première sélection, un premier choix. Et dans un troisième temps, on a Danny Boone lui-même qui va venir ici à Bergues pour visiter toutes ces maisons présélectionnées. Et vous avez ici une photo de Danny qui s'apprête à rentrer juste en face au numéro 24. Et quand Danny Boone aura physiquement visité toutes ces maisons bergoises, c'est lui qui va faire le choix définitif et on téléphonera aux gens pour dire ben voilà, suite au passage de monsieur Danny Boone, finalement on retient votre façade, votre porte d'entrée, votre couloir, votre escalier, votre cuisine ou votre salle à manger. Alors ces maisons bergoises, quand est-ce qu'on va les voir? Eh bien ces maisons bergoises, on va surtout les voir pendant la tournée des facteurs. Alors au niveau de la tournée des facteurs, rappelez-vous quand Antoine Bailleul rentre de la tournée, il serait plutôt comme ça. Il y a quelques petits osés pour parler encore plus bizarre que quand il parle ch'ti. Il marche pas très droit. Même quand il arrive dans le comptoir du guichet de la Poste, il y arrive de confondre les grammes et les kilos. Et que même il n'y a pas cette table avec des niveaux et des nérissons pour coller ce nec de 24 kilos. Donc manifestement des problèmes de boisson, ça plaît pas du tout au niveau directeur qui va convoquer son facteur en lui disant mais comment se fait-il que vous rentriez dans cet état-là de la tournée du facteur? Et Antoine il va lui répondre monsieur le directeur, c'est pas de ma faute. Non, les gens sont trop gentils. Trop gentils ça veut dire quoi? Je vais te dire non, c'est facile.
Apparemment, ça n'a pas l'air si facile que ça. Et un beau jour, Kat décide de suivre son facteur pour lui montrer que c'est facile de dire non. Et comme c'est un facteur à vélo, Kat va lui aussi monter sur un des vélos jaunes réglementaires de la Poste française. Et la première maison où nos deux postiers vont se présenter, c'est précisément le 24. Alors Antoine a une lettre à la main, il s'apprête à sonner, mais pas la peine. La porte s'ouvre en grand et on a Monsieur Mailleux qui va apparaître. Et Monsieur Mailleux, c'est quelqu'un de très jovial, de très sympathique, qui va dire « Mais rentrez donc, braves gens, mais rentrez donc !» Alors Cal, non, hein, il est trop tôt pour l'apéro, non. Mais Monsieur Mailleux va dire « Mais pas pour l'apéro, un thé au café !» Ça vous dit un thé au café? Allez, entrez. Et à ce moment-là, on va voir nos deux postiers qui vont disparaître physiquement derrière la porte du 24. Mais d'un coup de baguette magique cinématographique, si on voit les deux hommes disparaître derrière la porte du 24, on va les retrouver à l'intérieur du 23. C'est-à-dire que quand Danny Boone va venir ici à Bergue en repérage, il va beaucoup aimer la porte du 24, la façade du 24. Mais quand il va traverser la rue dans cette autre maison présélectionnée, ici, il va beaucoup aimer le mobilier de la salle à manger située côté rue. Mais il va aussi beaucoup aimer la pièce où est situé le salon côté cour. Ah, et bien pour faire plaisir à Danny, on va déménager la maison, on va mettre la salle à manger à la place du salon. Comme ça, Danny sera content. Alors Danny est content, mais sans plus. Parce que Danny, c'est quelqu'un de très sympa, mais de très perfectionniste. Et suite au déménagement, il y a un trou, il manque un meuble, ça va pas. Donc Danny va envoyer les gens de la production faire le tour de tous les brocanteurs de la région à la recherche de petits meubles qui iraient bien. Et quand on l'a trouvé, on va pas l'acheter. Hein. Non, un film, ça coûte bien assez cher comme ça. On va le louer. Ça veut dire qu'au bout de 3 semaines et 2 jours, quand le film est terminé, bien sûr, on va aller rendre le petit meuble à son brocanteur de propriétaire. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les gens ici, quelques semaines plus tard, ils vont passer par hasard chez ce brocanteur, ils vont reconnaître le petit meuble, et comme ils l'avaient essayé pendant 3 semaines et 2 jours, ben ils l'ont adopté. Donc on a retrouvé tout le mobilier qui a servi au niveau du tournage, même si bien sûr la salle à manger est revenue à sa place côté rue. Quoique, parce qu'en fait, au bout d'1 an et demi, ils se sont dit, bah, finalement, dans le film, c'était pas mal non plus. Et donc, ils ont remis la salle à manger là où était en condition de tournage, côté cour. Donc voilà une image de cette salle à manger en condition de tournage. Et c'est donc là qu'on va découvrir la scène du Cho Café. Alors, le Cho Café, c'est quoi? Eh bien, le Cho Café, c'est un café presque normal qu'on va préparer avec l'aide de Madame Geneviève. C'est-à-dire qu'on va compléter notre tasse de café normale avec du genièvre. Le genièvre étant un alcool à base de grains, typique de la région du Nord, mais qui fait quand même 40 degrés d'alcool minimum. Hein. Donc c'est un Cho Café, un petit café par le nom, un Cho Café musclé. Parce qu'avec du 40 degrés d'alcool dans le café, ben vous avez la dose d'antigel qui vous permet de résister au grand froid. Alors du côté de l'île, on appelle ça une bistoule, c'est tout dit le même. Et si ça ne suffit pas, si ça ne suffit pas, tout est expliqué dans le film. Il existe encore la merveilleuse technique du canard. Donc vous prenez une petite cuillère à café, vous mettez délicatement un morceau de sucre dedans, vous remplissez à ras-bord la petite cuillère de genièvre. Le sucre est toujours extrêmement soif, je ne sais pas si vous avez constaté. Il va boire goulûment tout l'alcool, et quand il n'y a plus d'alcool, vous mettez le sucre sur la langue, ça passe tout seul. Attention quand même, consommez avec modération. Alors côté technique, vous voyez, on a une belle lumière à l'arrière de cette salle à manger modifiée. Ce n'est pas une lumière tout à fait naturelle. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la photo suivante. On voit qu'on a mis des petits accessoires derrière les fenêtres. Alors pourquoi on va mettre une batterie de projecteurs derrière les carreaux? Est-ce qu'il ne fait pas suffisamment beau à Bergue pour tourner? Non, il fait grand beau temps. Non, c'est tout simplement qu'une scène comme le Cho Café, même si elle est courte à l'image, pour la tourner, il faut 3 heures, 4 heures, 5 heures au plus. Et pendant tout ce temps-là, le soleil, si brillant soit-il, il ne va pas rester mobile dans le ciel. Le soleil va poursuivre sa course, ça veut dire que les ombres vont bouger dans la pièce, et donc on ne serait pas raccord entre différents plans que l'on va réaliser dans la pièce. Donc pour ne pas être embêté avec les ombres qui bougent, on va toujours utiliser le renfort de projecteurs électriques. Alors en fait, quand on regarde un tournage de film, on s'aperçoit que c'est une grosse machine. Une grosse machine parce qu'il faut essayer de tout prévoir, il faut essayer d'être maître d'un maximum de choses, parce que la pire des choses sur un tournage, c'est de s'arrêter de tourner. Et ça, on ne peut pas. Ça coûte trop cher, compte tenu du nombre d'acteurs qui sont bloqués pendant 3 semaines et 2 jours ici à Bergue, du nombre de techniciens, pas loin de 300 personnes, mais également de tout le matériel bien spécifique qui est immobilisé pendant toute la durée du tournage. C'est ce qui va expliquer qu'ici à Bergue, on n'a pas une 407 bleue pour M. Cadmerade, on en a 3.
Ça veut dire que si pendant le tournage on a le moindre souci de mécanique ou de carrosserie, on n'est pas obligé d'attendre que le garagiste du coin vous fournisse un nouveau véhicule du même type, de la même couleur, avec la même plaque d'immatriculation dans les Bouches-du-Rhône. On a tout ce qu'il faut pour continuer à tourner, ne jamais s'arrêter, ça coûte trop cher. Alors quand on arrive ici sur le pont Saint-Jean, les gens se disent « Ah, on arrive enfin à cette fameuse scène de pipi dans le canal ». Eh bien désolé de vous décevoir, c'est pas ici. Alors rassurez-vous, hein, ça n'a pas été tourné en studio, ça a bien été filmé ici à Bergues, mais vous n'êtes pas très loin de la réalité. C'est le bon canal, c'est les bons quais, c'est les bonnes rambardes, simplement ça va être tourné un petit peu plus à l'est, on va aller le voir tout à l'heure. En fait, si on s'arrête ici, c'est parce qu'on est à proximité d'un lieu de tournage bien réel, celui-là. C'est cet ancien bâtiment industriel. Donc vous avez un bâtiment avec 2 étages, une terrasse délimitée par une rambarde. Ben, sur cette terrasse, on va poser une caméra. C'est ce qui permettra de filmer l'arrivée de nuit de Can Mérade, parce que c'est le seul endroit naturel de la ville d'où on puisse voir et les toits de la ville et les 4 tours de la ville, c'est-à-dire le beffroi, l'église et les 2 tours de l'abbaye. Alors maintenant, Dany s'est aperçu qu'on avait souvent des cheminées importantes sur les toitures, et pour faire plus réaliste, Dany va vouloir filmer à travers des cheminées. Problème, sur une terrasse comme celle-là, des cheminées, il n'y en a pas. C'est pas grave. Pour faire plaisir à Dany Boon, on va construire tout un décor de cheminée. Ça veut dire que pour une vue qui va durer de 4 à 5 secondes à l'image, on va tourner là-haut pendant toute une soirée et on aura construit et hissé tout un décor de cheminée. Alors nous voici arrivés devant la poste, tout au moins la poste du film, pas la poste de Bergues. Alors pourquoi cette différence? Puisque je viens de vous expliquer que Dany voulait toujours tourner en décor réel, sauf impossibilité. Et bien en fait, il faut vous dire que Dany Boon aurait bien voulu pouvoir tourner dans la poste de Bergues, parce que le bâtiment il est pas mal, et puis surtout il est extrêmement bien placé, comme vous le verrez tout à l'heure, puisque la poste de Bergues est située sur la Grand Place, face au beffroi. Donc on va écrire à l'administration française à Paris pour avoir l'autorisation officielle de tournage. Mais on a beau avoir écrit 3 courriers, on n'a aucune réponse de la poste française. Bon, ça devient gênant parce qu'on approche du moment où on va filmer à Bergues, on aimerait quand même être fixé. Et pour décoincer le système, on ne va pas hésiter à faire une démarche auprès du ministère. Et suite à cette démarche, miraculeusement, on aura une réponse de la poste française, mais 8 jours seulement avant le début du tournage. Et la réponse de la poste française, c'est non, vous ne tournerez pas dans la poste de Bergues. Alors on a le droit d'utiliser les logos de la poste, la signalétique de la poste, les tenues de la poste, les véhicules jaunes de la poste. On a même le droit de filmer à l'intérieur de la véritable poste de Salon de Provence, mais à Bergues, pas question. Bien, on a 8 jours pour se retourner. Donc en 8 jours de temps, il va falloir trouver un bâtiment qui pourrait ressembler à un bâtiment administratif comme un bureau de poste. Et on va s'intéresser à ce bâtiment-ci, qui à l'époque est le bâtiment de Gaz de France, GDF. Alors il est pas mal, ouais, il est pas mal. Oh, puis il a un énorme avantage, c'est que le bâtiment est totalement vide, puisque les bureaux sont fermés, ça va être pratique. Bon, maintenant, il y a quand même un petit souci, c'est que le bâtiment il est trop petit par rapport à ce qu'on voudrait faire comme bureau de poste ici à Bergues. Bon, s'il est trop petit, c'est pas grave, il suffit de l'agrandir. Et donc on va construire un bâtiment supplémentaire dans la cour. Et pour ça, on ne va pas hésiter à faire des murs de briques. Alors bien sûr, ce n'est pas de la brique classique en argile, hein, c'est de la brique en polystyrène collée sur un support de contreplaqué. Mais on a exactement la même couleur de brique, la même forme de brique, le même type de joint. Ça veut dire qu'à 3 cm du décor, on n'est pas capable de voir si c'est du faux ou du vrai. Il faut toucher pour voir, ah, là c'est du faux, là c'est du vrai. On va aussi s'intéresser à la façade côté rue. Donc au niveau de la façade côté rue, on va mettre toutes les enseignes traditionnelles de la Poste, hein, puisque ça on a le droit.
On va modifier la porte d'entrée. On avait une vieille porte en bois, on va mettre une porte en verre et alu. On va rétrécir toutes les fenêtres du bâtiment. C'est-à-dire que toutes les fenêtres du bâtiment seront plus étroites, coincées entre deux massifs de maçonnerie peint en blanc. Et au rez-de-chaussée, on va mettre des barreaux. Et quand ce décor est terminé, c'est tellement bien fait, c'est tellement réaliste, qu'il faut s'imaginer que tous les jours, on a des gens qui vont aller mettre leur courrier là, dans les fausses boîtes aux lettres de la fausse poste, cachées ici en partie par le vrai Danny Boone. Et ça amuse beaucoup les gens de la production, qui se disent, non, Dachin, qu'est-ce qu'on est bon quand même au niveau de nos décorateurs. Les gens n'y voient que du feu, ils croient que véritablement c'est ici la nouvelle poste de Berg. Et ça les amuse tellement qu'ils vont décider de jouer le jeu. Il faut s'imaginer que tous les jours, on va vider le courrier des fausses boîtes aux lettres de la fausse poste pour amener le courrier, où ça, à votre avis? Bon non, on en pleine période de cinéma, non. On va aller mettre le courrier dans la boîte aux lettres de la fausse perception, mais ça vous comprendrez tout à l'heure. Et puis au bout de 8 jours, on va considérer que ça fait quand même beaucoup de travail supplémentaire, c'est beaucoup moins drôle qu'au début. Donc en dehors des périodes de tournage, on va mettre des gros adhésifs sur les boîtes aux lettres, comme quoi maintenant votre courrier, vous allez mettre où vous voulez. Mais puis... Alors qu'est-ce qu'on va voir comme tournage devant le bâtiment? C'est notamment la rencontre un peu musclée entre Antoine Bayeul, notre facteur bergois, et puis le Bobos. Vous savez ce motard avec sa grosse moto rouge, hein, qui passe beaucoup trop de temps avec Annabelle. Donc un beau jour, Antoine y rentre de sa tournée, et qu'est-ce qu'il voit devant la grille de le poste? Eh bien il voit le Bobos qui a été chercher Annabelle chez elle, et qui est en pleine discussion avec elle, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça plaît pas Antoine. Hein. Et Antoine va dire, non, on stationne pas devant le grille de le poste, c'est interdit. Et comme le motard, il veut pas bouger, Antoine, il va expliquer presque calmement. Mais je suis un non-violent, par contre, m'attaquer à une machine, ça, c'est pas le souci. Et d'un grand coup de pied, la moto rouge par terre. Donc, bien sûr, bagarre entre les deux hommes. Annabelle va crier au secours. Et on a tous les postiers qui vont sortir par la porte là, pour les séparer. Même que ça va pas bien se passer pour Cadmerade, puisque dans la bagarre, Cad va prendre un grand coup de poing dans la figure et va être ramené en triste état à l'intérieur du bâtiment. Alors quand est-ce qu'on va encore tourner devant le bâtiment? Eh bien c'est par exemple les toutes dernières scènes du film. C'est-à-dire qu'après avoir passé 3 ans ici à Berg comme receveur des postes, Cad va recevoir une grande enveloppe blanche et sa nomination de receveur des postes en bordure de la Méditerranée. Et juste avant de partir, il va venir ici, à l'ombre des arbres, pour discuter une dernière fois avec son facteur. Et Antoine va dire à son directeur, « Tu te rappelles de ce que je te disais sur la plage? Qui vient dans le nord, il braie 2 fois, il pleure 2 fois. Une fois en arrivant, une fois en repartant. » Et Cad dit là, non, je pleure pas. Si tu pleures, je pleure pas. Bon, tu pleures pas si tu veux. Toujours est-il que Cad va remonter dans sa 400C bleue, qui est stationnée devant la poste, avec femme et enfant, hein, Julie et Raphaël. Le véhicule va partir dans cette direction-là, passer le petit pont, nous étions tout à l'heure, hein, direction la Méditerranée. La caméra va d'abord suivre le véhicule avant de prendre très vite de l'altitude, parce qu'ici, notre caméra est sur un nouveau dispositif scénique qu'on appelle une girafe. Donc vous avez ce grand bras noir armé de la caméra qui va pouvoir se cabrer très rapidement, qui permettra de finir le film par un panoramique, un travelling latéral sur les toits de Berg, les toits du musée, les toits de l'église, et on finira sur le beffroi qui soit véritablement la dernière image du film. Alors pourquoi la dernière image du film? Ben, c'est une volonté de Danny Boone, parce que le beffroi c'est le symbole d'une ville comme Berg. Le beffroi c'est aussi un des symboles du film, puisque le beffroi était sur toutes les affiches. Puis troisièmement, si Danny est venu filmer ici à Berg, c'est bien à cause de ce beffroi-là, du carillon qui est en haut et du grand-oncle qui en jouait auparavant. Donc voilà pour les principales scènes qui vont être tournées devant le bâtiment. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va tourner à l'intérieur du bâtiment? Eh bien bravo, votre silence est parfaitement justifié. On ne va rien tourner du tout. Ah, pourtant c'était vide. Oui, je confirme, c'était vide. Seulement ici on a un petit problème technique. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de Gaz de France, pour faire des économies d'énergie, on avait descendu les plafonds à 2,50 m de haut. À 2,50 m, on est trop bas. On ne peut pas éclairer comme il faut un tournage de cinéma, l'image serait grillée. Et donc, on va considérer qu'ici, on a impossibilité technique de tournage. Ça veut dire que, comme pour le Carillon, on va les tourner en studio à Arpajon. Bon, par contre, le bâtiment étant vide, on va quand même l'utiliser. Il y en aura ici les bureaux de la production. C'est ici on va faire toute la partie administrative du film. Donc les bons de commande, les plannings, les fiches de paye, la comptabilité, etc., etc., etc. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais passé une journée en studio pour bouger des cloches, mais je vais aussi en profiter pour visiter l'intérieur
de la Poste. Et véritablement, l'illusion est parfaite, hein. On a une copie parfaite en négatif de la façade qu'on voit ici. On a tous les petits cachets réglementaires, c'est admirablement bien fait. Mais moi, ce qui m'avait le plus surpris, c'est qu'en étant à la porte du décor, j'avais encore l'impression d'être à Bergue, alors que pourtant, j'étais à 350 km ou presque de Bergue. Ben, c'est tout simplement qu'en étant à la porte du décor, je voyais tout ça. C'est-à-dire que tous les immeubles qui nous entourent avaient été reconstitués en décor de 6,50 m de haut sur plusieurs plans pour avoir une idée de profondeur de champ. Même la barrière du canal qui est derrière vous avait été faite sur 2 niveaux pour qu'on ait une impression de relief. Donc véritablement, on va très très loin, encore une fois, au niveau de la précision du décor. Par contre, dès que la dernière image est tournée, tout est cassé, détruit, mis à la poubelle, parce que comme les studios sont loués à la journée, on ne peut pas s'embarrasser des décors. Alors c'est sûr que si on avait connu à l'avance le succès du film, on aurait certainement gardé beaucoup plus de choses, mais à l'époque, par définition, on ne pouvait pas savoir. Alors on va quand même avoir une conséquence importante pour la ville de Bergue, c'est que suite au succès phénoménal de Bienvenue chez les Ch'tis et 20 400 000 entrées, Gaz de France a décidé d'offrir son bâtiment à la population bergoise en souvenir du film Bienvenue chez les Ch'tis. C'est ce qui est résumé au niveau de la dalle de marbre que vous avez au milieu de la façade. Donc c'est quand même un très beau cadeau, parce que si on avait pu tourner dans la véritable Poste de Bergue, ça m'étonnerait beaucoup que la Poste française se soit montrée aussi généreuse. On va s'arrêter ici. Alors je vais vous inviter à regarder de ce côté-ci. Alors ici, au numéro 21, vous êtes devant une des maisons qui va être visitée pendant la tournée des facteurs. Et on va retrouver nos 2 postiers exactement dans la cuisine de la maison. Et quand on regarde nos 2 postiers, ils sont là autour d'une table, ils sont surtout devant un verre de bière, vous savez bien, ça donne soif quand on pédale. Et quand on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'au niveau de Cadmerade, il a l'air très ému, il a quasiment la larme à l'œil. C'est quand il va entendre chanter pour la première fois « Non, Mathieu Quinquin, Mathieu Poucha, ma grand Roja, te ferai de chagrin, c'est un d'orpage canma, ainsi le jour un pop d'intelière, un ami le temps, Saint-Thio, garçon, qui depuis trop cardonne feu jour, que de brère, tâche de l'endormir par un cachon. Elle y dit, je m'anarchie, je t'ai qu'à trop du pain d'épiche du Chicago, si t'es sachet que tu fais dodo. Non, Mathieu Quinquin, Mathieu Poucha, ma grand Roja, te ferai du chagrin, c'est un d'orpage canma. Merci. Alors dans le film, c'est Madame Jenny Clève qui chante. C'est quelqu'un qui a l'habitude des caméras, mais des caméras de France 3 Télévision, puisqu'elle a animé une émission gastronomique, Goûtez-moi ça, sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, avec Pierrot. On peut s'inviter pour voir la cuisine? Alors ici, juste en face, au numéro 25, vous êtes devant la maison de Madame Bailleul, rôle joué par Madame Lynn Renaud dans le film. Donc c'est là qu'habite la mère de notre facteur carillonneur et son fiston. Et de fait, c'est la maison qui va le plus servir au niveau du tournage, puisque la maison va servir pendant 8 jours au niveau du tournage. Alors, on l'utilise 8 jours, même si on ne tourne que pendant 3 jours. C'est tout simplement qu'il faut du temps pour les décorateurs, pour les éclairagistes. Donc on va voir par exemple toute la façade éclairée de nuit par le réverbère qui est là-haut. Et on va voir une lumière qui va s'allumer à l'étage. C'est la première nuit que Cadmerade va passer à Bergue, puisque rappelez-vous, dans son logement de fonction de la Poste, il n'y a plus un meuble. Et pour cause, le receveur précédent est parti avec les chiens. Avec les chiens de meubles, c'est chiant. Alors par contre, les propriétaires de la maison insistent lourdement pour qu'on répète que la chambre d'Antoine n'a pas été filmée chez eux, mais en décor à Arpajon, parce qu'il n'aime pas du tout la tapisserie, il la trouve franchement vieillotte, et ne voit surtout pas qu'on ait l'impression qu'il est ça chez eux. Mais à part ça, tout le reste sera effectivement tourné ici, et par exemple, vous avez ici un tournage d'une entrée ou d'une sortie de la maison. On va filmer dans le couloir, sur le palier, dans l'escalier, et bien sûr, dans la cuisine. Alors il y a aussi une scène où on voit Antoine sortir avec son vélo jaune par la petite grille qui est à côté de la porte. Et tout le monde est persuadé qu'il sort de sa cour, de son jardin. Que nenni! Il est en train de sortir de la maison de la voisine. Mais c'est pas grave, c'est la magie du cinéma, le royaume du faux. Alors voici une image de la cuisine. Alors c'est une grande cuisine, c'est pratique, on a de la place.
c'est une cuisine authentique. Ah, c'est pas mal non plus. Bon, maintenant, rappelez-vous, Danny il a parfois des idées un petit peu particulières au niveau de la décoration. Il va faire changer un certain nombre de choses dans cette grande cuisine. Donc, par exemple, vous avez un mur complet de carrelage ancien. Imaginez-vous qu'en réalité, on a le même carrelage sous les fenêtres. Mais sous les fenêtres, Danny n'en veut pas. Il trouve que ça fait beaucoup. Donc, il va demander à ses décorateurs de faire disparaître le carrelage sous les fenêtres. À côté de ça, au fond de la pièce, vous avez 2 plans de travail en marbre. Danny veut pas de marbre, il veut du carrelage ancien. Ben, c'est pas grave, nos décorateurs vont faire du faux carrelage ancien qui imite à la perfection celui qu'on a camouflé sous les fenêtres. Là aussi, il faut toucher pour voir si c'est du vrai ou du faux. Vous avez ici une véritable cheminée à feu de bois dans laquelle Danny va faire mettre des plantes vertes. Derrière les plantes vertes, un écran de télé. Mais cerise sur le gâteau, sur la cheminée, vous avez un grand tableau dont on se fout éperdument, mais de chaque côté, vous avez une petite photo. Ce sont 2 véritables photos d'enfance de monsieur Daniel Amidou. Ça veut dire que si on a un zoom un peu plus important que prévu, ben, il n'y a pas de problème. C'est Antoine tout gamin qui est représenté sur les photos. Alors on va notamment utiliser la cuisine pour la scène du petit déjeuner au maroilles. Et il faut vous imaginer que la veille du tournage, on va venir trouver la propriétaire des lieux en lui amenant 6 maroilles complets, en lui demandant de bien vouloir stocker ça dans son réfrigérateur pour la scène du lendemain. Alors la dame, elle est gentille, mais elle va tousser un petit peu, parce que le maroilles, c'est un fromage qui est très bon au goût, qui est fait dans le sud du Nord, en Avesnois, mais qui a un léger problème technique au niveau de l'odeur. Ça fait partie des fromages qui puent, et c'est vrai que mettre 6 maroilles complets dans un frigo, il risque de garder une odeur. Donc prudemment, elle va mettre les 6 maroilles dans sa cave, c'est plus sûr. Et elle expliquait que le lendemain, elle allait comprendre pourquoi on les va amener autant de maroilles. C'est tout simplement que Cadmerade, de façon très professionnelle, à chaque prise de vue, elle a utilisé une nouvelle tartine avec une véritable couche de fromage de maroilles pour tremper le tout dans une véritable tasse de café avant d'avaler le tout. Et comme on peut se l'imaginer, il y a eu des fous rires absolument phénoménaux. Donc ça veut dire qu'il fallait recommencer très souvent la scène. Et donc on a consommé beaucoup, alors beaucoup de maroilles. Alors vous avez ici un bâtiment qui va servir au film, c'est un lieu de technique, puisque les anciens abattoirs sont le quartier général des décorateurs. Donc on a un certain nombre de décors qui vont être créés à l'intérieur du bâtiment. On a ici aussi 2 lieux scéniques. C'est d'abord le pont, parce que pendant la tournée, attention à la voiture, pendant la tournée des facteurs, on va voir nos 2 policiers à vélo qui passent sur le petit pont. Ils passent devant l'abattoir et quelques maisons plus loin, quand ils arrivent devant la maison de la mère d'Antoine, pour ne pas être revus par Madame Bayeul, ils vont se coucher sur les vélos. Et puis enfin, on arrive à cette fameuse scène de pipi dans le canal. Alors, c'est pas ici, c'est pas sur le pont, c'est juste en face qui nous permet de bien le voir. Donc face à nous, nous avons un angle au niveau du quai, dans le prolongement de l'angle de la maison. Nos 2 postiers vont se mettre au niveau du poteau qui est à droite de l'angle. Et vous avez ici à l'image l'arrivée de nos 2 postiers en vélo. Et si vous regardez attentivement, sur l'un des 2 vélos, vous devriez reconnaître assez facilement M. Cadmerade, grâce notamment à sa calvitie. Si par contre sur l'autre vélo vous reconnaissez Danny Boone, faites vite contrôler votre vue. C'est pas Danny Boone, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu dans le film d'ailleurs. Si, qui a plus l'habitude des grosses cylindrées rouges que des petits vélos jeunes de la Poste. C'est le motard. Alors que fait le motard à la place de Danny Boone? C'est en fait pour moi l'occasion d'expliquer que Danny, il est auteur du film, c'est lui qui a écrit le scénario. Il est aussi un des acteurs principaux en tant qu'Antoine Bayeul, mais il est aussi et surtout monsieur le réalisateur. Et en tant que réalisateur, Danny est la plupart du temps derrière la caméra. Notamment au niveau des répétitions, Danny est derrière la caméra de façon à diriger ses acteurs, mais de façon à voir également ce que ça va donner à l'image. Et par définition, on ne peut pas être et derrière et devant en même temps. Donc au niveau des répétitions, Danny est derrière la caméra et il va se faire remplacer par un autre acteur qui la plupart du temps sera le motard. Et quand Danny derrière sa caméra va estimer que la répétition est enfin bonne, à ce moment-là, Danny va aller jouer son rôle de comédien. On va enregistrer la scène et dès que la scène est enregistrée, Danny va repasser derrière la caméra
il va regarder la vidéo de contrôle dont je vous parlais tantôt, et avec cette fois-ci sa casquette non plus de facteur mais de réalisateur, c'est lui qui va dire la scène elle est bonne, la scène elle est pas bonne. Si elle est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait? Arcamache, on recommence les répétitions, on va pas gâcher bêtement de la pellicule, ça coûte cher. Et si elle est bonne? Si elle est bonne, on recommence. On recommence la prise de vue. On recommence la prise de vue tout simplement qu'au niveau de Pathé Cinéma, chaque scène doit être enregistrée 6 fois. C'est ce qui permettra de sélectionner la meilleure des meilleures au niveau du montage. Ne jamais oublier que le montage est quelques mois plus tard, donc si jamais une scène n'était pas suffisamment bonne, difficile d'imaginer de revenir la tourner quelques mois plus tard. Donc bien sûr tout ça, ça prend pas mal de temps. Alors si vous voulez bien, on va zoomer sur cette fameuse scène de pipi dans le canal. Donc voilà, donc nos deux hommes sont bien à l'endroit indiqué, hein, de l'autre côté du plan d'eau. Alors toujours au niveau de la répétition, hein, c'est toujours le boubous. Et c'est pour moi l'occasion de rappeler qu'au cinéma, on ne fait jamais pipi pour de vrai. Non, ce serait considéré comme totalement indécent. Alors question, comment on fait pipi au cinéma? C'est très facile. On vous donne d'un petit matériel. Donc on vous donne une poche plastique remplie d'un liquide jaunâtre. On vous accroche ça sous le bras droit, sous les vêtements. Ça se voit pas. Il y a un petit tuyau qui serpente sous les vêtements, qui arrive juste là où il faut pour les garçons. Et au bout du petit tuyau, on a un petit robinet circulaire. Ça veut dire que quand c'est à vous de faire pipi devant la caméra, vous allez chercher le petit tuyau, vous mettez la main sur le robinet circulaire, vous serrez bien fort le bras droit, vous ouvrez le robinet, l'illusion est parfaite. Donc voilà comment on fait pipi au cinéma. Enfin, voilà comment on fait normalement pipi au cinéma. Parce qu'au niveau de bienvenue chez les ch'tis, le merveilleux matériel que je viens de vous décrire, ça marche pas. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant parce que rappelez-vous, on ne peut pas s'arrêter de tourner, puis on n'a pas de solution de rechange. Ah, Daniel est vraiment embêté, c'est vraiment pas comment se tirer de ce mauvais pas, et va considérer que, bon, on va voir plus tard, on va toujours aller se consoler. Et pour se consoler, Cad et Dany vont aller boire entre 6 et 7 verres de bière. C'est vrai qu'en général, avec 6 ou 7 verres de bière, on est plutôt bien consolé. On a oublié tous les problèmes. On a juste, à vrai dire, un petit problème technique, c'est qu'on a une grosse envie. Et bien plutôt que d'aller aux toilettes, ils vont se mettre en bordure du canal et vont faire pipi pour de vrai. C'est le seul pipi 100% naturel de cinéma. Ça, on n'avait jamais fait. Alors bien sûr, au niveau de ce premier pipi 100% naturel, on a intérêt à ce que la première prise de vue soit impeccable. Ah oui, nos deux hommes, ils ne sont pas capables de faire s'il faut la même chose. Hein. C'est là aussi on va s'apercevoir qu'au niveau de Cadmerade, en tant qu'acteur originaire du sud de la France, il est beaucoup plus sensible aux effets secondaires de la bière. Parce que quand on boit beaucoup de bière et qu'on n'a pas l'habitude, il y a certaines conséquences. Et quand on regarde cette prise de vue 100% naturelle, on s'aperçoit qu'au niveau de Cadmerade, ça dure un certain temps. On a l'impression qu'il ne sait plus s'arrêter. Et bien en fait, au niveau d'une interview, Cadmerade a reconnu très sérieusement que c'est vrai, il n'arrivait plus à s'arrêter. Mais pire encore, il en avait mis plein son pantalon. Et pour une fois, eh ben, c'était pas du cinéma. À l'endroit exact de la fameuse scène dont on vient de parler tout à l'heure. Donc il faut s'imaginer que monsieur Danny Boone était au niveau des deux colliers, Cadmerade était de l'autre côté, ça vous permet de mieux imaginer la scène dans son décor 100% naturel. On me demande si les acteurs étaient logés sur place. Donc en fait, Danny Boone avait eu à prêter une villa sur la plage de Brédune, qui lui avait été prêtée par un ami. Cadmerade devait certainement être à l'hôtel à Dunkerque. Et l'ensemble des techniciens étaient logés soit sur Bergue, soit dans les gîtes ruraux environnants. Alors on est ici dans la première rue de Bergue que l'on va voir 2 jours. C'est-à-dire qu'après la scène du petit déjeuner au maroilles, faut bien songer à aller travailler. Il y en a donc Antoine qui va amener son nouveau directeur à la poste de Bergue. Bon, maintenant, question, pourquoi passer par cette rue-ci alors qu'on a vu que dans le film, la poste était située à quelques maisons de la maison de sa mère sur le même quai?
Eh bien, c'est tout simplement que quand 8 jours avant le début du tournage, Danny Boone a appris qu'il n'avait pas le droit d'utiliser la véritable poste de Berg, qui précisément est située au bout de la rue, on voit l'enseigne, Danny n'a pas jugé bon de modifier son scénario original. Bon, toujours est-il que dans cette première rue de Berg, que l'on voit 2 jours, il fait beau. Autant la veille au soir, il tombait des cordes à l'arrivée de Cadmerade, autant aujourd'hui, il fait grand beau temps et il ne pleuvra plus jamais dans le film. Pour Danny Boone, c'est important. C'est l'occasion de montrer que dans le Nord, il pleut de temps en temps. C'est vrai, on ne va pas vous le cacher. Mais surtout, il ne pleut pas tous les jours, comme on veut trop souvent nous le faire croire. Alors dans cette rue, on va faire une rencontre, c'est Tizotte. Donc Tizotte, ça veut dire toilette, tronche-ti. Et donc Antoine va dire bonjour Tizotte. Puis Kat, il ne connaît pas, va dire bonjour monsieur Tizotte. Et Tizotte, il va éclater de rire. Antoine, il va éclater de rire. Il y en a qu'un qui rigole pas du tout, c'est Kat. Parce que Kat, franchement, elle a l'impression qu'on se fiche de sa tête. Et Kat, il va même exploser. Il va dire il y en a marre de votre façon de parler. Il y en a marre de vos maisons avec des briques rouges. Alors, petit problème technique, c'est que Kat, il doit être drôlement daltonien. Parce qu'au cours de la visite, vous aurez pu constater qu'à Berg, les briques, elles sont pas franchement rouges, elles seraient même plutôt franchement jaunes. Mais bon, ça fait partie des anomalies de tournage. Alors enfin, dans cette rue, on a Kat qui va ouvrir son anorak et qui va dire à Antoine, bon, finalement, pour un mois d'avril, il fait pas si froid que ça chez vous. Et Antoine, il va lui répondre, ah oui, mais ça, monsieur le directeur, ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais je faisais ma tournée en traîneau. Donc là aussi, c'est une façon de démonter ces idées reçues, comme quoi dans le Nord, il fait toujours froid. Rappelez-vous, au tout début du film, Michel Galabru, moins 30, moins 40, c'est le Nord. Alors nous arrivons ici sur la place Gambetta, qui va accueillir de temps en temps quelques lieux de technique comme les loges ou la cantine, mais elle va accueillir aussi 2 tournages qui vont se dérouler devant 2 commerces de la place. Le premier, c'est la presse Gambetta. Donc la presse Gambetta, c'est le fournisseur officiel du journal local La Voix du Nord. Et on a ici Cadmerade qui est en pleine discussion avec Tizotte, puisque maintenant Tizotte y connaît. Et là, ils sont en train de parler météo pour savoir si demain il va dracher ou pas. Et l'autre commerce, c'est le magasin Passion qui est en face. C'est un magasin où on vend des sous-vêtements féminins. Et imaginez qu'un beau jour, Cad passe devant la vitrine. Et qu'est-ce qu'il voit arriver en face? Il voit arriver Madame Bayeul, la mère de son facteur. Et il n'a pas du tout envie de discuter avec elle. Il se rappelle de la scène du petit déjeuner au Maroilles. On ne peut pas en placer une. Elle fait les questions, les réponses. Il vaut mieux éviter. Éviter sans que ça se voit quand même. Comment faire? Elle a une idée, il va se cacher. Mais où? Il va se cacher comme les autruches. Il va se mettre la tête dans la vitrine en se disant comme ça, elle ne va pas me voir. Puis quand il estime qu'elle est passée, il se retourne. Manque de peau. Lynn Renault est juste derrière. Elle lui tend un petit paquet entouré de papier alu, c'est le sandwich pour son tuyau, parce que son tuyau, il n'a pas les moyens d'aller tous les jours à le baraque à frites. Et quand elle voit ce qu'il est censé regarder, les petites culottes et les soutiens-gorge, chez du propre. Je tire au rein, je tirerai rien, mais j'en pense pas moins. Alors devant cette vitrine, vous avez ici une photo de monsieur le réalisateur dans sa tenue de réalisateur, puisque si vous regardez bien, Danny a toujours le casque autour du cou. Donc il vient de se débrancher de la caméra ou de la vidéo de contrôle. Il vient donner ses consignes à ces 2 acteurs, Lynn Renault et Cadmerade. Alors dommage que ce soit dimanche, jour de fermeture, parce qu'autrement vous êtes là devant la vitrine la plus photographiée de France depuis certains succès du cinéma. Arrivé devant la véritable poste de Berg, là où on n'a pas eu le droit de tourner. Mais il faut vous imaginer que cette véritable poste va poser un autre gros problème. C'est tout simplement qu'ici à Berg, on va filmer sur la Grand Place, on va filmer devant la mairie. Ça veut dire que tôt ou tard, qu'est-ce qu'on aura dans le champ des caméras? La poste, la vraie. Et hors de question d'avoir 2 bureaux de poste dans une ville de 4000 habitants. Donc il faut absolument faire disparaître la poste. Alors on ne va pas raser le bâtiment, ça coûtera un petit peu cher, puis c'est un film à petit budget. N'empêche, je peux vous certifier que pendant 3 semaines et 2 jours, il n'y a plus de poste là. Non. La preuve en image, on a uniquement le trésor public, la perception. Il n'y a plus rien qui rappelle l'existence d'une poste, et même le distributeur de billets ici est passé du jaune au rouge. Et c'est pourquoi j'expliquais tout à l'heure qu'au début tout au moins, on allait vider le courrier des fausses boîtes aux lettres de la fausse poste dans la boîte aux lettres de la fausse perception. Pour cause, la fausse perception, c'est la vraie poste.
Alors bien sûr, pour ça, on n'a pas été demandé à Paris, hein. On a été demandé à Berg. Alors le café qui est à côté s'appelle aujourd'hui très justement le café de la Poste. Seulement quand on va filmer sur la Grande Place, ça se voit aussi. Et or, on ne peut pas continuer à s'appeler café de la Poste à côté de la Perception, si récente soit-elle. Et bien ici, nos décorateurs sont très astucieux, très économes des deniers de la production. C'est pas la peine de refaire une enseigne au complet. Non, on peut faire beaucoup moins cher. Il suffirait par exemple de changer le S de Poste en mettant une autre consonne. On pourrait mettre par exemple un R. Ça veut dire que côté caméra, on est au café de la Porte. De l'autre côté, on s'en fout, ça se voit pas. Donc côté caméra, on est à la Porte. De l'autre côté, on s'en fout. Donc ça veut dire qu'on filme à petit budget, on a une lettre près au niveau des décors. Alors ici à l'image, vous avez le type de véhicule qui va permettre de filmer nos facteurs en train de pédaler. Donc c'est un châssis plat, moteur électrique pour pas faire de bruit, avec à l'arrière un petit échafaudage pour mettre la caméra ou un projecteur pour éliminer une ombre sur le visage de nos facteurs. Alors nos deux postiers, voilà, ils sont là tous les deux devant la terrasse du café de la Porte ou de la Poste selon le côté qu'on regarde avec leur beau véhicule jaune. Et s'ils se font photographier là, c'est tout simplement que c'est là que va se terminer la tournée des facteurs. C'est-à-dire dans une rue un peu plus haut, derrière la mairie, on a notre nouveau directeur, Cad, qui a une grande idée. Et si on faisait la course? Attention, hein, le dernier à la Poste, c'est un double bourse. Donc nos deux hommes vont se mettre à pédaler très très vite. On va d'ailleurs fortement les aider. On va leur demander de pédaler très très vite, mais dans une rue en forte descente. Ça va tellement mieux pour eux. Et ils vont même tellement vite qu'ils vont griller un stop. Stop de cinéma, parce qu'il n'y a jamais eu de stop là. Mais ils vont aussi griller la politesse à un véhicule de police. Véhicule de police qui va les prendre en chasse. Et comme Cad, il est très optimiste depuis qu'il a goûté au Tio Café, il va dire à Antoine, allez, chacun dedans, on va les semer. Non mais vous imaginez arriver à distancer une voiture de police en étant à vélo. Bref, nos deux hommes vont descendre à toute vitesse par la rue qui est là, poursuivis par le véhicule de police, et Cad qui est le premier, quand il arrive devant la terrasse du café, est-ce qu'il faut tourner à droite, est-ce qu'il faut tourner à gauche? La vitesse c'est l'alcool aidant, tout droit. Bien sûr c'est pas Cad, hein. C'est un cascadeur bien habitué, bien protégé. N'empêche, la cascade elle est drôlement impressionnante. Le cascadeur s'en sort, mais limite. Et comme on avait mis plusieurs caméras sur ce tournage à risque, au niveau de Pathé Cinéma va considérer très prudemment que pour la santé du cascadeur, mais surtout pour nos finances, parce que si ça tournait mal, ça pourrait coûter extrêmement cher, on va considérer qu'à titre tout à fait exceptionnel, une prise de vue, ça suffit. Alors ici, on est devant l'hôtel de ville, la mairie. Et la mairie est le point de rencontre entre Antoine Bailleul, notre facteur bergois, et le nouveau directeur, Philippe Abrahams, qui nous vient de Salon de Provence. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre qui est déjà en voiture pour arriver ici à Bergues va prendre un appel téléphonique de la Poste et on va se donner rendez-vous, non pas à la Poste, mais devant un bâtiment plus facile à trouver, la mairie. Bon, c'est vrai qu'une mairie, c'est plus facile à trouver qu'un bureau de poste, sauf quand il pleut autant qu'à l'arrivée de Cadmerade. C'est véritablement la drache, la pluie diluvienne, la grosse pluie d'orage. Et d'ailleurs, quand on est en train de tourner ces scènes de pluie diluvienne devant le bâtiment, il faut s'imaginer que sur la Grande Place, derrière les barrières, on a entre 500 et 600 personnes qui regardent le tournage et qui sont absolument médusées. Parce que comme en cette fin mai 2007, il fait grand beau temps, les gens, bien qu'on soit le soir, les gens sont en t-shirt, en chemisette, ils comprennent pas du tout qu'on fasse tomber des trompes d'eau sur la tête des comédiens. Non mais pour une fois qu'il fait beau dans la région, mais quelle image ils vont encore nous donner. Alors dans cette pluie diluvienne, Cad il voit pas grand chose, il va contourner l'hôtel de ville par la droite, il va arriver par ici, et quand il va arriver juste devant les marches, il va voir in extremis, qui est un petit bonhomme en kawaii rouge qui fait des grands signes. Alors un petit bonhomme en kawaii, c'est un clin d'œil au sketch Le Kawaii d'un certain Danny Boone, ah oui effectivement, c'est Antoine Bailleul, et comme Cad ne le voit qu'au dernier moment, mais il a beau freiner, trop tard, le petit bonhomme il est déjà à plat ventre sur le capot et va s'écraser de l'autre côté du véhicule. Et Cad il est absolument paniqué, hein, il est sûr de l'avoir tué. Et malgré la pluie diluvienne, il va sortir précipitamment, et quand il va voir que le petit bonhomme il bouge, ah, il est pas mort, merci. Mais alors quand il va l'entendre parler, ah, il est peut-être pas mort, mais il y a un sacré problème technique. Hein. C'est que pour parler aussi mal, il a au minimum la mâchoire fracturée. C'est comme ça que Cad va s'apercevoir qu'à Bergues, on est censé parler le ch'ti. Censé parler le ch'ti parce qu'en fait, Bergues est une ville flamande dans laquelle on n'a jamais parlé le ch'ti. Si, je vous l'accorde, en 3 semaines et 2 jours, la durée d'un certain tournage. Alors tout à l'heure,
On a parlé mariage. J'ai une belle photo de notre jeune marié et je vous invite à regarder en détail, non pas le costume, mais le visage de ce brave garçon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un jeune marié, il n'a pas l'air fou de bonheur. Alors, est-ce qu'il a peur qu'Annabelle ne vienne pas? Ça m'étonnerait, les payer pour, à mon avis, elle va venir. Non, c'est tout simplement l'occasion de se rappeler que ce brave garçon, c'est lui qui a tout le poids du film sur les épaules, en tant qu'auteur, acteur et réalisateur. Et si jamais ce film auquel il tient tant ne marche pas, il n'y a qu'un responsable du bide, c'est lui. Et lui est extrêmement stressé. Bon, maintenant, si Danny est stressé, ça n'empêche pas d'être très gentil. Et quand Danny arrive, par exemple, sur un lieu de tournage extérieur, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller serrer quelques mains aux gens qui sont derrière les barrières. Danny fait même de temps en temps des petits cadeaux. Alors j'ai même la preuve qu'Antoine a bien épousé Annabelle. Ils sont en train de signer tous les deux les registres d'état civil à l'intérieur du bâtiment. C'est aussi pour moi l'occasion de rappeler que pour cette scène de mariage qui va durer 9 secondes à l'image, pour ce faire, on va utiliser la mairie de Bergues de 5h du matin jusqu'à 13h l'après-midi. Tout ça pour 9 secondes utiles à l'image. Ça vous donne une idée des temps en matière de cinéma. Je vous invite à monter sur le trottoir. Alors les gens qui viennent à Bergues par rapport au film, ils cherchent le grand lieu de tournage. Donc on cherche le beffroi, donc c'est facile, c'est haut, c'est grand. Ça sonne normalement tous les quarts d'heure. On cherche la poste. Ah, la poste, ça se gâte. Ah oui, parce que depuis le film, on a maintenant 2 postes. Et quand dans la rue on demande où est la poste, ça dépend pour quoi faire. Si c'est pour les courriers, je les envoie sur la Grand Place. Si c'est pour le film, je les envoie de l'autre côté du canal. Alors quand on vient à Bergues, on cherche aussi justement, parlant du canal, le fameux endroit où on va faire pipi. Mais on cherche bien souvent aussi une certaine baraque à frites. Et là, au niveau de la baraque à frites, je suis désolé, on avait tout ce qu'il fallait, mais pour ça, il fallait venir il y a 17 ans. C'est-à-dire qu'il y a 17 ans, ici même, on avait une baraque à frites. Et puis il y a 17 ans, le propriétaire s'est dit que les normes sanitaires, les normes européennes, c'est peut-être pas évident de pouvoir continuer à faire des frites dans une caravane. Il va profiter d'une opportunité, un commerce qui est mis en vente, il va l'acheter pour y faire un café friterie. Comme ça, plus de problème de normes. Seulement, au niveau de Danny Boone, quand il va venir en repérage, c'est pas ça qu'il cherche. Danny veut véritablement la baraque à frites traditionnelle. Cette caravane, on a fait un trou dans le mur pour vendre frites et fricadelles. Et comme il n'y a plus ce qu'il faut sur place, Danny va faire venir un décor chez Momo. Et la baraque à frites, on ne va pas la mettre n'importe où sur la Grand Place. Non, on va la mettre pile poil devant la véritable friterie. Comme ça, on ne voit plus du tout la véritable friterie. Ça fait une économie de décor, parce qu'on ne pouvait pas avoir une baraque à frites à côté d'une friterie. Et puis il y a aussi un côté très pratique à la chose. C'est que si on regarde notre baraque à frites factice du haut du beffroi, on s'aperçoit qu'à l'arrière, on a une porte ouverte à l'arrière. C'est tout sauf un hasard, c'est-à-dire que quand on a besoin de frites et fricadelles, c'est très très simple, on traverse le décor, on va juste derrière à la friterie, on fait provision de frites et fricadelles, on retraverse le décor de façon à livrer frites et fricadelles à nos acteurs devant les caméras. Donc tout ça pour vous dire que toutes les frites et fricadelles, elles ont bien été faites à Bergues, mais pas chez Momo, juste derrière à la friterie. Alors tout à l'heure, devant la poste, la fosse, vous expliquez que le beffroi c'était la dernière image du film, donc si vous voulez bien, ça sera la dernière de mes explications, sauf bien sûr si vous avez des questions. Donc le beffroi c'est l'une des vedettes du film au niveau de la scène, notamment de la déclaration d'amour, je vous avais dit qu'on y reviendrait. Donc Cad va aller chercher Annabelle chez elle, il va l'amener au milieu de la Grand Place, il va lui dire « tu bouges pas », Cad il va partir en courant jusqu'au beffroi, il va monter 4 à 4 les 193 marches du beffroi. Il va retrouver Antoine qui est devant son clavier de carillon et va lui dire « Annabelle, elle est en dessous, joue-lui le morceau de Stevie Wonder sur lequel vous vous êtes connu. » Et pendant qu'Antoine va commencer à jouer à juste « Call You to Say I Love You », Cad va dérouler du haut du beffroi une grande banderole où il est écrit en toutes lettres ou presque « Annabelle, je t'aime, épouse-moi, signé Bilout ». Donc c'est une belle scène de déclaration d'amour qui est très originale, mais qui va poser de gros soucis. Le problème, c'est les horloges. Il y a une horloge sur les 4 faces du beffroi et les horloges sont une quarantaine de centimètres de la muraille. Ça veut dire que si vous lancez quelque chose de là-haut, vous n'allez pas tomber plus bas que l'horloge. Et si jamais vous l'accrochez, ça risque de vous coûter cher parce que réparer une horloge de cette taille-là, cette hauteur-là, ça ne doit pas être donné. Et on n'aime pas quand ça coûte cher, un film à petit budget. Donc, on va demander à nos techniciens de Pathé Cinéma de trouver le bon système pour passer au-dessus des maudites horloges.
Donc nos techniciens vont réfléchir pendant une semaine complète. Ils vont faire 3 essais. Et au bout de 3 essais, une semaine de réflexion, ils sont persuadés d'avoir trouvé le meilleur compromis entre efficacité et aussi discrétion. Donc en fait, on va construire une plateforme qui a exactement la largeur de la banderole, mais une plateforme qui s'avance de 60 cm en avant du mur. 60, c'est plus grand que 40, on doit passer. Par ailleurs, on a l'impression que Kat il est tout seul pour lancer sa banderole. Non, ils sont à 3. On a un technicien à droite, un technicien à gauche, accroupi derrière le parapet, de façon à envoyer bien droit la banderole dans le vide. Et enfin, en bas de la tour, on a 2 techniciens qui vont tirer les câbles qui sont accrochés au bas de la banderole. Comme ça, la banderole sera plus vite tendue, donc avec moins de risques pour l'horloge et de façon à être plus lisible à l'image, à l'écran. Donc on est très content. Le problème, c'est que, comme d'habitude, il nous faut 6 prises de vue. Et la 5e fois qu'on va lancer la banderole dans le vide, il y a une bourrasque de vent. Ça veut dire que la banderole, elle va aller s'entourer autour de la grande aiguille et tout est coincé là-haut. Aïe, 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 aïe. Oui, parce que bien sûr, comme on peut se l'imaginer, la pendule, elle n'a pas aimé. Il faudra monter, la réparer, ça va encore coûter. Bon, on s'est engagé à tout remettre en état, on va tout remettre en état. Mais pour ça, on a le temps. Par contre, il y a urgence, c'est qu'on n'a que 4 prises de vue et il nous en faut 6. Et bon, on va être obligé de redescendre la grue blanche qui était toujours équipée de sa caméra, puisque c'est ce qui permettait de filmer Cadmerade les yeux dans les yeux, main 40 mètres de haut. Donc on va redescendre la grue blanche, on va enlever la caméra et on va demander très gentiment à un technicien de bien vouloir monter dans la 62 mètres pour aller décrocher ce système. Sauf que problème technique, le technicien il a le vertige, il ne tient pas du tout à monter dans ce grand bazar de 62 mètres. Mais on lui explique tellement gentiment, c'est soit la nacelle, soit la porte. Et bien il va finir par choisir la nacelle qui permettra de continuer à tourner. Et d'ailleurs on a bien fait parce que c'est une des vues qui était sélectionnée au niveau du montage. Donc vous voyez, pendant 3 semaines et 2 jours, on a vécu ici une grande aventure. Berg était un peu comme un studio de Hollywood mais à ciel ouvert. On pouvait voir tous les tournages en extérieur. Il suffisait de rester derrière les barrières et de faire silence quand on avait le silence, on tourne. Oui, donc on pouvait regarder tout ce qui se passait. On pouvait discuter très librement avec les quelques 300 techniciens. On avait même parfois la chance de croiser nos acteurs. Donc ça s'est remarquablement bien passé au niveau du tournage. Et au niveau des conséquences du film, c'est génial pour nous. Génial pour nous parce que Berg était une petite ville à vocation touristique, de par son patrimoine, ses remparts, son beffroi, sa gastronomie. Maintenant, comment faire pour attirer les gens quand on a le temps d'être situé au nord du nord de la France, une région, comme vous le savez bien, il pleut tous les jours, il faut entre moins 30 et moins 40 degrés. C'est assez difficile pour le tourisme. Il aurait fallu au moins un bon téléfilm. Ben, nous, on a mieux que ça. On a Bienvenue chez les Ch'tis, un film qui a été vu au cinéma par plus de 28 millions de personnes sur la planète. Ça veut dire que maintenant, Berg est connu partout en France, presque partout en Europe. Il n'y en a qu'une chose à dire. Merci Danny, merci pour ce cadeau absolument exceptionnel. Alors merci à Danny Boone, merci à vous de votre attention. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi. Merci. Merci.